C'est une table ronde qui nous avons intitulée Recherche et humanitaire, les enjeux d'une entre parenthèses, conciliation. Donc vous voyez qu'il y a un petit clin d'œil dans le titre. Ceci dit, c'est dans un esprit constructif avant tout que nous avons conçu et pensé cette table ronde. Elle traite donc des collaborations possibles, imaginables et éventuellement effectives entre les mondes de la recherche. Et je dis bien de la recherche et pas que de l'humanitaire, universitaire, pardon, car c'est un peu limitatif. Donc les mondes de la recherche et ceux de l'action ou de l'intervention de type humanitaire. Pour traiter ces questions, nous allons entendre 3 interventions. La première sera proposée par Virginie Troy, qui est donc déléguée générale au Fonds Croix-Rouge française. Nous écouterons ensuite Jérôme Gérard, Oxfam, que nous avons entendu à plusieurs reprises aujourd'hui. Et finalement, nous écouterons Chergey de ENDA, qui a lui-même une double casquette, je dirais, parce qu'il est bien connu au Sénégal comme géographe, et notamment géographe urbain, spécialiste de la ville de Touba. Donc on va donner, je pense, 15 à 18 minutes, si j'ai bien compris, à chaque intervenant. Et ensuite, Adrien Duga-Benga, que vous voyez à l'autre extrémité, qui est beaucoup plus bavard que moi, et c'est pour ça que c'est moi qui ai pris d'abord le micro. Je lui donnerai la parole ensuite. Et bien entendu, on poursuivra par un débat avec la salle. Alors ça y est, je passe de l'autre côté de la barrière. Je me demande qui va faire peur aux gens, du coup, tant que je suis là. Alors, on a commencé à le voir à travers les interventions. Hein, le monde de la recherche et de l'humanitaire ont autant de points communs que de différences et de nombreuses opportunités de rencontres qui peinent à se transformer en collaboration réelle. D'ailleurs, la littérature francophone sur l'humanitaire provient en premier lieu de médecins, intellectuels d'ONG, de responsables de terrain ou de journalistes, finalement assez peu des universitaires, et on se rend compte que les publications ou les ouvrages que les chercheurs consacrent à l'humanitaire sont finalement assez peu connus des opérationnels. Alors sur ce constat général, effectuons un premier cadrage. Alors en France, l'humanitaire s'est constitué depuis la fin du XIXe siècle à partir des questions surtout médicales et... Je peux essayer ça? Non, c'est bon. Et de santé publique, si bien que le terme recherche est souvent réduit au champ de la recherche médicale. Alors le droit effectivement joue un rôle important en contexte de conflit avec le DIH. Et de la même façon, les politiques de développement sont très liées à l'économie et à l'ingénierie. Ces disciplines sont certes essentielles, mais aujourd'hui, nous souhaitons aborder la relation entre les sciences humaines spécifiquement et l'humanitaire. Alors, nos premières observations, au fond, en tant que structure dédiée à la recherche sur l'humanitaire durable et éthique, sont que, alors d'abord, on observe une séparation des sphères humanitaires et académiques dans l'actualité événementielle. Alors par exemple, en juin, à la première consultation régionale du sommet mondial humanitaire à Abidjan, finalement très peu d'académiques étaient présents. Alors Ocha devait être là, mais il serait intéressant de leur poser la question. Quelques jours après, aux rencontres des études africaines à Bordeaux, il y avait 400 chercheurs de nombreuses nationalités, mais aucun opérationnel d'ONG. Alors ensuite, côté bailleurs, les bailleurs de l'humanitaire, qu'ils soient institutionnels ou privés, ne prennent pas ou peu en charge le financement de la recherche. Bon, ils les font parfois sur le plan des études et évaluations. Mais de manière générale, les ONG financent elles-mêmes, quand elles le peuvent, des recherches plus académiques ou fondamentales. Alors, est-ce qu'elles pourront le faire longtemps? Alors peut-être l'idée de M. Konaté de consacrer un pourcentage à la recherche est à creuser. Alors quand des projets de recherche sont effectivement mis en place, ils intègrent assez peu les académiques du Sud, ou alors peut-être qu'ils le font et c'est que c'est leur visibilité en matière de publication qui est plutôt faible. Donc à travers 5 cas pratiques, notre intervention vise à comprendre les formes que prennent ces collaborations entre recherche et humanitaire. Que peut-on tirer de ces expériences? Quelles sont les tendances et les limites? En quoi les sciences sociales peuvent participer à construire l'avenir de l'humanitaire?
Alors, le plan s'articule en 4 points. Alors, d'abord, la collaboration sur le plan du cycle de projet. Si celle-ci existe depuis longtemps dans le domaine du développement, comment se généralise-t-elle pour résoudre des problèmes humanitaires? Si l'humanitaire a de plus en plus recours à la recherche-action sur les programmes à long terme, quel est alors l'apport des sciences humaines à l'action médicale d'urgence? Ce sera notre deuxième point à travers l'exemple du cas Ebola. Le troisième point propose de prendre de la distance et de placer les acteurs humanitaires en objet d'étude. Nous évoquerons donc la recherche à l'articulation de la rencontre entre les acteurs et les populations qui reçoivent l'aide. Enfin, notre dernier point abordera en quoi la réconciliation, recherche et humanitaire peut inventer de nouveaux modèles et préparer l'avenir. Alors, comment la recherche peut-elle être sollicitée pour résoudre un blocage, rendre un programme efficace, le faire fonctionner, le rendre pérenne, en particulier pour des acteurs qui n'opèrent pas sur leur sol? Plusieurs cas à cet égard. Alors on commence par deux cas de handicap international au Rwanda et au Burkina Faso. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Handicap International ou HI, donc je sais qu'il y a monsieur Yatma Fall qui travaille avec Handicap International dans la salle. Alors c'est une ONG créée en France dans les années 80 qui est issue du mouvement sans frontiériste. Handicap International vient en aide aux personnes handicapées dans de nombreux pays, dans des contextes d'urgence, mais surtout dans le long terme, que ce soit sur le plan des besoins essentiels ou de l'insertion. En 2009, une étude publiée par le ministère de la Santé rwandais montre que 79% de la population a vécu un événement traumatisant au cours de sa vie. Conséquence, 28% de la population souffre de traumatisme et ce chiffre double avec la dépression, ce qui atteste d'un problème d'envergure de santé publique. En 2012, HI, qui met en place des projets au Rwanda depuis 2007, va chercher à faire avancer la santé mentale et comprendre les violences liées au genre. Pour cela, elle engage une anthropologue française qui va travailler avec une équipe de 6 enquêteurs rwandais au profil complémentaire, sociologues, psychologues, animateurs psychosociaux, pour identifier les groupes de populations vulnérables et comprendre les facteurs de risque des violences, les représentations et normes sociales des violences, du handicap et des maladies mentales. Alors le rapport parvient à identifier de nombreux facteurs de risque, à faire des recommandations pour combattre des défaillances communautaires apparues en dépit des efforts déployés par le gouvernement rwandais. Néanmoins, il soulève également les limites d'une telle recherche. Déjà celle de la courte durée de l'enquête, compte tenu des territoires à couvrir, qui a compliqué le recueil de données. L'auteur affirme par ailleurs que la courte durée des interviews et la nécessité de traduction sur des sujets aussi difficiles que les violences sexuelles ou la détresse psychologique n'est peut-être pas adaptée et constitue une limite épistémologique. C'est un peu la question des langues qui avait été soulevée par monsieur Gérard tout à l'heure. La limite des catégorisations, les prostituées, les veufs, pour identifier des groupes qualifiés de vulnérables, mais qui finalement homogénéifient des trajectoires totalement diverses. Alors, est-ce que ces limites ne posent pas les questions de la complémentarité de la recherche-action et de la recherche fondamentale, des contraintes de la recherche au service de l'opérationnel qui agit sur un autre temps, et des mécanismes de collaboration entre chercheurs nationaux et étrangers? Dans l'exemple du Burkina Faso, c'est la représentation et la perception du handicap par les cadres de l'administration publique et les autorités locales qui font l'objet d'une recherche en 2009. Alors, cette étude a été réalisée par un sociologue indépendant et s'inscrivait dans un projet régional sur les droits des personnes handicapées à travers 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Elle est initiée par HI pour disposer de données fiables, susceptibles de l'aider et accompagner ses partenaires aussi dans les prises de décision face aux logiques de marginalisation et d'exclusion des personnes en situation de handicap. En particulier, mieux comprendre les barrières sociologiques à l'inclusion des personnes handicapées et mieux cibler les actions de plaidoyer pour un développement inclusif. Alors, les conclusions de l'étude ont montré que les cadres et autorités locales n'avaient pas une connaissance exhaustive du handicap, que leur représentation et conception sur le handicap étaient réductrices et négatives parfois. Cette représentation était complètement centrée sur la déficience elle-même, sans tenir compte des conditions sociales et environnementales qui constituent des obstacles pour ces personnes. Alors, la plupart des personnes interviewées
pense que les personnes handicapées ne pouvaient pas occuper certains postes. L'exemple de ces deux recherches-actions montre que la nécessité d'une compréhension globale des enjeux sociaux qui entourent le handicap incite des organisations comme Handicap International à solliciter la recherche. Ce n'était pas forcément le cas quand Handicap International a commencé à travailler dans les années 80 sur une définition beaucoup plus médicale du handicap. Donc nous pouvons en conséquence nous interroger sur le fait que les ONG médicales et ONG d'urgence, qui sont assez spécifiques au paysage humanitaire français, parce qu'elles fondent leur action et leur discours sur un geste médical considéré comme universel, ont du même coup négligé les facteurs sociaux et culturels. Une approche qui avait pourtant été adoptée par les organisations de développement et par les politiques publiques. J'en viens à mon deuxième point, car l'actualité dramatique sur l'épidémie de Ebola nous montre que l'action médicale seule a ses limites. Et là, on a un bon exemple qui avait déjà été étudié par Médecins sans frontières dans les années 90. Alors, à mon arrivée à Dakar, sur la route de l'aéroport, il y avait l'émission les débats africains sur RFI. Alors, le journaliste interrogeait 3 médecins sur Ebola. Les questions étaient les suivantes. Qui agit ? Qui doit agir au Sénégal, en Afrique? Est-ce que ça doit être des gens d'ici, des ONG d'ailleurs? Comment vont alors être recrutés et payés les médecins s'engageant contre Ebola, surtout ceux qui travaillent traditionnellement dans le secteur public? Que fait la recherche en Afrique pour apporter des soins en africain? Comment pousser un cri du cœur de l'extérieur sans être taxé de critique? Donc on voit que l'épidémie d'Ebola peut cristalliser les réflexions qui nous ont animés toute la journée finalement. C'est aussi une épidémie qui a ses spécificités, qui dès le départ nécessite un haut niveau de compétences médicales, une approche de sciences humaines et une collaboration entre experts du monde entier et communautés. Un dialogue sans lequel l'épidémie ne peut être jugulée. Un dialogue qui, raté, se dénombre en milliers de morts. MSF Belgique témoigne dès le départ de la nécessité de faire venir les malades dans les centres, de vaincre la peur, la stigmatisation, de revisiter les gestes, rites et pratiques qui sont un facteur important de contagion, comme le contact avec les défunts lors des rites funéraires. Je ne sais pas si M. Landry Faye est là, il n'est pas encore arrivé, mais il devait être là aujourd'hui et il a été interviewé sur son expérience en Guinée dans un article intitulé « Les anthropologues, composantes clés de la riposte ». Là, il explique dans cet article que le manque de collaboration des communautés aux programmes médicaux a incité à faire appel à des anthropologues de la sous-région pour aider à la médiation. Mais que cette mission se heurte à difficultés, des rumeurs, des agressions, des refus de coopérer. Monsieur Faye désigne la maladie comme une métaphore sociale. Alors, est-ce que les humanitaires se sont trop attachés à la médecine au détriment d'une approche par le social ? On peut aussi se demander si la lutte contre Ebola n'est pas un cas très spécifique sur 2 points. Son protocole médical très strict ne permet pas de prendre le temps de s'adapter aux variantes culturelles et sociales, et le peu d'experts et de personnel formés jusqu'à présent exige l'importation de ressources humaines. On est donc dans le cas de la confrontation inévitable entre la médecine dans ce qu'elle a de plus surplombant et de populations qui se trouvent soignées par des étrangers et isolées de leur environnement d'origine. Au-delà des comportements, une des pistes de réflexion, c'est le champ sémantique, on y revient. C'est vrai que derrière les gestes techniques, les mots peuvent provoquer des réactions, des perceptions. Monsieur Faye parle dans son article de la dénomination centre d'isolement qui est peu rassurante et facteur de rejet. Je crois qu'on peut citer d'une manière générale le vocabulaire un peu militaire de l'humanitaire et qui finalement évolue peu. Alors, ce dialogue entre chercheurs et ONG à l'occasion d'un projet est loin d'être généralisé et reste ponctuel. Il naît d'un constat d'échec ou de l'expérience d'impasse opérationnelle. D'ailleurs, les ONG ne sont pas seules face à ces questions. On a un collègue de la Fondation Mérieux. De plus en plus d'entreprises et de fondations d'entreprises interviennent, coordonnent des actions humanitaires et se heurtent aussi aux mêmes difficultés. Donc les ONG sont rentrées depuis longtemps dans des logiques autocritiques. En revanche, lorsque le chercheur mène sa recherche de l'extérieur, est-ce que l'ONG peut
est-elle capable de recevoir la critique du chercheur? Et surtout de prendre de la distance par rapport à l'environnement dans lequel elle travaille. Donc un troisième enjeu dans ces collaborations est celui de l'analyse des interactions entre les organisations humanitaires et populations parmi lesquelles elles opèrent. J'en viens donc à mon troisième point, c'est la réconciliation entre la recherche, les acteurs et les sociétés hôtes. Car au-delà d'une rencontre d'humanité, l'humanitaire, c'est une vision de l'ailleurs qui se confronte à une perception de l'étranger. Quand on parle d'ONG, on va dire nord qui interviennent ou d'ONG étrangères qui interviennent sur un autre sol. Bernard Ours, qui est un anthropologue et chercheur à l'IRD, excusez-moi, dans un article pose la question: est-ce que l'action humanitaire peut-elle être une chance pour l'anthropologie et ce que celle-ci peut lui apporter? Pour trouver des pistes, il dépasse la logique d'efficacité du projet pour rentrer dans une autre perspective qui est celle de la relation à l'autre. Selon l'auteur, l'action humanitaire peut être considérée comme la dernière figure de la globalisation morale. L'action humanitaire aurait, depuis les années 70, construit elle-même son sujet, celui de la victime. La victime est finalement définie comme telle par le regard étranger. C'est toutefois rarement une perception qu'elle a d'elle-même. Alors, c'est vrai, la symétrie n'est pas déniée, elle existe, elle est de l'ordre des souffrances, elle est de l'ordre du niveau de vie. Mais pour l'auteur, tant que la victime n'appelle pas au secours, la relation humanitaire n'est ni réciproque ni égale. Elle se mue en charité, et celle-ci, venant de l'extérieur, peut, je cite, « insulter les dignités collectives ». On rentre alors dans le débat complexe que j'aborderai pas du tout ici, c'est celui sur le droit d'ingérence, la responsabilité de protéger, l'instrumentalisation de l'aide. Entre 2007 et 2011, MSF, de plus en plus consciente de ses enjeux et de ses limites opérationnelles, a mis en place un projet de recherche dont le but était de comprendre la façon dont l'action humanitaire, et particulièrement la sienne, était perçue par les populations auprès desquelles elle intervient. Donc l'étude est menée dans 10 pays par une chercheure politologue, Caroline Aboussada. Ce cas est intéressant parce qu'il dépasse le cadre projet. Ce n'est pas un projet ponctuel. Il prend de la distance et analyse de façon transversale les interactions entre les organisations et les populations. Alors, il y a des résultats qui sont inattendus dans cette enquête. Alors, la qualité de soins, bien que soulignée, ne correspond pas toujours aux besoins. Une grande confusion existe autour de l'acronyme MSF et de ses différentes traductions. Dans le Kurdistan irakien, MSF est parfois associé aux forces internationales dirigées par les Américains. Au Niger, le petit bonhomme rouge du logo est compris comme un homme squelettique et donc associé à la malnutrition. La question de la religion est souvent soulevée, ainsi que celle de l'isolement des personnels dans des guest-houses sécurisés. L'étude a donc révélé à MSF de nombreux fossés entre la compréhension qu'elle avait de son action, de ses principes, de son fonctionnement et la façon dont ils étaient perçus. Depuis, l'analyse des perceptions devient, selon l'auteur, partie intégrante de l'analyse des projets dans les pays hôtes. Didier Fassin, qui est anthropologue et médecin, ancien vice-président de MSF, fait une mise au point éclairante sur ces relations. Alors, il reconnaît le travail de décryptage effectué par les chercheurs à la demande des acteurs à l'échelle projet, mais si cet apport est légitime, il le juge aussi problématique sur le fait qu'une telle démarche inscrit le problème dans la culture ou la société hôte. Or, elle omet de prendre comme objet les organisations elles-mêmes et ce qu'elles provoquent au sein de ces populations. Un progrès est fait, c'est vrai, en travaillant sur les perceptions et en prenant de la distance critique, en intégrant peu à peu les chercheurs dans les conseils d'administration, dans les instruments de gouvernance. Néanmoins, la critique peut se heurter à 3 barrières. Alors, le secteur humanitaire a produit ses propres intellectuels, dont le discours est souvent plus accessible, un public spécialisé non universitaire. La critique peut être dangereuse pour une collecte de fonds qui repose avant tout sur la confiance. Et enfin, l'objectif de sauver des vies surpasserait toutes les autres critiques, finalement, aussi fondées soient-elles. Quoi qu'il en soit, à partir de ces nouvelles interactions en triangulation,
Acteurs humanitaires, chercheurs et populations recevant de l'aide, on peut montrer qu'une dynamique peut s'instaurer pour inventer de nouveaux modèles. Donc mon 4e point, mais je dois conclure, donc ça va être assez vite, c'était le cas de la Croix-Rouge du Burundi, qui est un exemple vraiment très intéressant. En 2005, la Croix-Rouge burundaise employait une équipe de 4 personnes, les services étaient limités, organisés autour de communes. Le financement du mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge avait cessé en 2002. 6 ans plus tard, la Société nationale emploie 200 personnes et peut mobiliser 300 000 volontaires capables d'identifier des personnes vulnérables. Il s'agit d'activités simples, hein, comme la réparation de logements, le labourage, l'accès à des centres de soins. Mais ce qui est important, c'est que ces volontaires peuvent être eux-mêmes dans des situations vulnérables. Alors que s'est-il passé ? Le rapport évaluant ce projet pilote rapporte que la Société nationale s'est orientée vers un nouveau modèle de mobilisation plus en phase avec les normes culturelles et les mécanismes de solidarité locaux. Un modèle qui avait été détruit par la guerre civile et les violences ethniques dans les années 90. Tout l'enjeu a été de remettre en cause, et là je pense que ça s'applique à plusieurs contextes aussi, la culture de la dépendance qui s'était instaurée pendant des années d'aide extérieure, afin de réinvestir les dynamiques de solidarité qui existaient avant. L'unité collinaire, donc la colline, a été identifiée comme l'entité communautaire la plus décentralisée, pouvant développer des capacités locales et assurer une organisation d'aide durable. Le projet a été appuyé et suivi par la fédération. Il a permis à la Société nationale de retrouver une légitimité, d'être efficace. Et en parallèle, c'est courageux car il questionne aussi les pratiques de la fédération, comme l'importation des modèles d'aide ou la programmation de projets financés sur une période donnée et qui sont contre-productifs pour une action durable. Ça, c'était vraiment la question soulignée par Madame Touré tout à l'heure. Celle de l'intégration des acteurs locaux pour la pérennité. Il questionne aussi des idées reçues, dont celle-ci, les personnes vulnérables sont trop pauvres pour être bénévoles. Donc cet exemple mériterait une longue présentation, donc je vais un petit peu écourter, mais il montre qu'on peut vraiment mobiliser les sciences sociales à tous les niveaux pour inventer des modèles complètement innovateurs dans leur organisation. Alors dans la salle, on a d'autres modèles, hein, je pense qu'Enda, Tostan, Alima sont aussi vraiment des modèles à suivre dans cette collaboration avec la recherche. Alors en conclusion, c'est vrai que l'objet finalement de ce séminaire, c'est d'essayer au bout du compte de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire justement dans cette transition pour faire avancer les choses, comment réfléchir à de nouveaux modèles. Alors moi, j'avais rencontré une association à Dakar dont la mission est de prendre en charge les enfants de la rue. Le responsable était tout à fait conscient des facteurs de fugue des enfants des milieux ruraux de la sous-région. Le problème, c'est que simplement l'aspect médical ou psychologique était pris en charge. Il me disait que lui, en tant que Dakarois, ne comprenait pas les pratiques dans les campagnes et que finalement, il aurait besoin d'un interprète. Mais il n'avait pas encore pensé à faire intervenir des sociologues ou anthropologues comme interprètes de ces pratiques. Alors cet exemple seul nous permet de conclure sur les questions soulevées dans l'intervention. Les responsables humanitaires ou de l'action sociale sont encore finalement trop peu sensibilisés à l'apport des sciences sociales dans les programmes d'aide à la personne. Celle-ci doit en retour faire des efforts de vulgarisation pour être plus largement diffusée. La question de la recherche-action versus recherche fondamentale est finalement peut-être peu pertinente, puisqu'une recherche-action, on en avait discuté, peut répondre aussi à des exigences scientifiques, comme la recherche universitaire. Ça, c'est la qualité qui est en jeu. Et à l'inverse, la recherche fondamentale c'est peut-être la façon dont elle rend accessible ses conclusions qui n'est pas encore optimisée. Chercheurs d'ici, chercheurs d'ailleurs, chercheurs employés ou chercheurs indépendants, quelle distance est nécessaire? Quelle proximité permet d'avancer? Donc là, la question est celle de la constitution des équipes de recherche et de leur marge de manœuvre sur le terrain. Donc là, je vous remercie. Il faut conclure depuis 5 minutes. Donc je laisse la parole à mes collègues. Merci beaucoup Virginie. Désolé d'être un peu stricte, et même si je n'ai pas l'autorité naturelle de Wolf, il faut qu'on garde un peu de temps pour la discussion. Donc je passe très rapidement le micro à Jérôme Gérard de Oxfam. Au départ, j'avais formulé une demande un peu formelle à Jérôme, qui a eu la très bonne idée de
me faire une contre-proposition beaucoup plus personnelle qui se base sur 20 ans de vie, notamment professionnelle au Sénégal. Donc je te passe la parole. Merci Thomas, merci beaucoup Virginie pour avoir... pour avoir débroussaillé ainsi. Oui, pour réfléchir à la question de comment construire des collaborations fortes entre ONG et recherche, je voulais juste vous proposer quelques réflexions tirées de ces 20 années, un parcours 8 ans en ONG, 10 ans en appui à la recherche, retour en ONG. Donc, je voudrais baser mon propos sur des exemples ouest-africains ainsi que sénégalais. Donc je m'excuse par avance si je ne serai pas exclusivement sénégalais dans mon propos. Et je voudrais commencer par deux petites anecdotes. Il y a presque 20 ans, en 1996, c'est des exemples tirés aussi du développement, mais je pense que si on réfléchit à la collaboration ONG-recherche, on peut voir déjà pourquoi ça ne se passe pas sur les questions de développement, pour après voir comment faire pour l'humanitaire. Il y a 20 ans, le Sénégal, presque 20 ans, en 1996, lançait sa politique de décentralisation et créait toute une série de nouvelles collectivités locales à travers le territoire. Et le programme, l'équipe économie populaire urbaine EcoPop d'Enda Tiers-Monde, où je travaillais, a obtenu dans ce cadre-là un financement pour accompagner le développement de cette nouvelle ville de Pikine, de plus d'1 million d'habitants, en 1996 découpée en 16 communes d'arrondissement. Et la première démarche a été de se dire, mais qu'est-ce qu'on connaît de cette ville, de ses gens, de son environnement, de sa géographie sociale, économique? Et le coordonnateur de l'époque a pensé mobiliser le département de géographie de l'UCAD en se disant il y a une opportunité de créer vraiment de la connaissance fondamentale pour lancer cette nouvelle collectivité locale. Et malgré les complicités personnelles qu'il pouvait avoir avec un certain nombre de géographes, je suppose que Cher sera sensible à l'histoire, il s'est avéré complètement impossible, structurellement, de créer un partenariat entre une ONG comme Enda Tiers-Monde et le département de géographie de l'UCAD. C'était il y a 17-18 ans. Les choses ont bougé, mais c'était pour vous hein. Encore, Cher me dit, c'est pas sûr. Si, il y a eu des évolutions. Donc, mais en fait, pour nous, c'était quand même une déception parce que c'était quand même l'opportunité pour le département de géographie de la grande université de Dakar de peut-être avoir un projet de contribution fondamentale au lancement d'une collectivité locale aussi importante que la ville de Pikine et ses 16 communes d'arrondissement. Bon. Il y a presque 10 ans, un éminent enseignant-chercheur de l'UCAD, présent dans la salle, qui se reconnaîtra, que tout le monde connaît pour ses engagements sociétaux, coordonnait donc la préparation, et il vous en a parlé ce matin, de la conférence mondiale sur l'économie sociale et solidaire, qui s'est tenue en novembre 2005. Et puis on échangeait beaucoup avec Abdou Salam, puisqu'il faut bien le nommer, puisqu'il en a parlé. Et à l'époque, je lui demande, mais je connaissais son engagement dans l'affaire, et je lui demande, mais je ne sais pas s'il se souvient de cette discussion, mais je lui demande, mais combien d'universitaires de l'UCAD sont impliqués avec toi dans le projet? Et là, il me dit, et cette phrase m'est restée puisque je la cite aujourd'hui, tu sais, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas plus de 10% des universitaires qui s'intéressent à l'agenda social et politique des ONG. Bon, voilà, je voulais juste commencer par ces deux petits clins d'œil pour dire que j'espère que ces anecdotes appartiennent vraiment au passé aujourd'hui. Mais ça me permet d'aborder la question essentielle à mes yeux, et j'espère aux yeux de certaines autres personnes, de la responsabilité sociale du chercheur ou de l'institution de recherche dans le contexte sénégalais ou ouest-africain. Et c'est un élément de s'interroger sur la place, le rôle dans la société, son interaction avec les autres segments de la communauté, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, est quelque chose d'assez important parce qu'elle peut créer effectivement la base ou d'une collaboration ou alors l'empêcher. Et donc je voulais me poser la question dans ce cadre-là sur savoir si par exemple les mutations profondes de l'université de ces 15 dernières années, l'adoption du système LMD, licence maîtrise doctorat, mais surtout la création des écoles doctorales, de nouveaux labos, certains
et ça a été souvent critiqué, mais qui sont quasiment privés, donc avec d'autres, en tout cas d'autres logiques et dynamiques, ne peuvent pas constituer un socle, un terrain favorable pour justement développer des collaborations plus fortes entre recherche et organisation de la société civile. Je pense qu'il y a des évolutions, cher, dans le monde universitaire sénégalais qui montrent que ça me semble possible. Et je voudrais faire un cas d'œil à Abdoulaye Niang en disant que la création des laboratoires de recherche en sciences sociales et humaines à l'UGB a montré, de par leur intitulé, comment ils ont voulu s'ancrer dans le contexte, la réalité économique et sociale de la région nord du Sénégal. Et rien que ça, bon, c'est des départements plus récents que ceux de l'UCAD, mais montre une certaine forme de volonté de s'ancrer dans les réalités. Je prendrai aussi l'exemple de la création du laboratoire genre et recherche scientifique à l'IFAN de Dakar, parce que son approche... Ça n'a pas été simple, ça a été une longue bataille aussi, mais son approche à travers des départements universitaires et de dire que dans tous les départements, il faudrait qu'on approche la question du genre et qu'on se renforce pour ça, parce qu'elle va nous permettre de répondre à des défis sociétaux qui se posent au Sénégal aujourd'hui, paraît une forme d'évolution intéressante à noter. Mais par rapport à ça, je dois dire que quand même, du point de vue des ONG, quand on essaie d'aller vers la recherche universitaire pour tenter de collaborer, on peut se heurter au carcan, au poids du carcan du CAMES, qui est l'organe qui supervise et organise la carrière des universitaires de 14 pays d'Afrique francophone, et donc qui crée un contexte dans lequel il est parfois difficile pour certains chercheurs qui vont intellectuellement, bien sûr, manifester leur intérêt, mais vont devoir se poser la question de savoir si, en termes des critères d'avancement de leur carrière universitaire, est-ce que la collaboration avec une ONG va me permettre d'avoir la publication scientifique qui me permettra de marquer des points à la prochaine évaluation ? Ça peut, dans certains cas, carrément freiner et empêcher même certains chercheurs d'embarquer avec les ONG. Donc, je voudrais souligner, puisque Abdou Salam Fall nous en a parlé ce matin, l'évolution, par exemple, dans le secteur universitaire sénégalais. Il nous a parlé donc que maintenant, ils sont évalués de plus en plus fortement sur leur contribution à la vie de la communauté. Et ça me paraît effectivement un domaine qui permettra, je pense, s'il est répercuté au niveau de l'Afrique francophone, au niveau du CAMES, de sans doute faciliter à terme plus de collaboration entre recherche et ONG. Et pour nous, c'est frustrant, ONG, parce que c'est quand même cette capacité universitaire d'analyse, de recherche, de rigueur dont on a besoin pour renforcer nos actions. Donc voilà, je voulais aborder aussi rapidement la question de la formation qui en découle dans ce cadre peut-être un petit peu formel de l'université en Afrique francophone, qui fait que peut-être les jeunes chercheurs sont encore formés à intégrer ce moule, ce modèle du CAMES, et donc être capable de répondre à ces critères, et qu'une évolution aussi, ça serait d'étendre le champ des recherches possibles et des modalités de faire de la recherche pour intégrer juste une façon de former les jeunes chercheurs, pas uniquement orientée vers la reproduction du modèle académique et donc l'insertion systématique dans la recherche publique. Et je pense que mon voisin de droite, avec son projet Jeunes chercheurs au CREPOS, pourra aussi en dire quelques mots. Voilà, je voulais juste dire aussi que pour le lien recherche et humanitaire, je voulais prendre deux petits exemples comme ça en Europe, liés à des questions humanitaires en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, et notamment au Sahel, on est frappé de façon récurrente par les crises alimentaires au Sahel. On a eu la dernière en 2012, qui affectait à peu près 18 millions de Sahéliens. Et pour tenter d'y répondre, et justement dans une logique de construction de résilience et de meilleure prévention, la CEDEAO avait lancé l'idée de travailler sur une réserve alimentaire régionale qui permettrait d'anticiper les effets des crises. Et Oxfam, qui travaille beaucoup sur ces questions, a décidé
d'explorer ça par la recherche en essayant de montrer qu'un tel projet de réserve alimentaire régionale ne pouvait pas se faire autrement que dans une perspective de renforcement des stocks locaux de proximité qui existent, qui sont gérés par des communautés paysannes, et puis l'articulation au niveau des réserves régionales. Donc il devait y avoir une articulation à 3 niveaux. Alors, avec nos collègues d'Oxfam Espagne, on a fait l'analyse politique, mais après, de par certaines complicités, ils ont mobilisé l'Institut Polytechnique de Barcelone pour faire une étude économétrique pure et dure, que moi je suis incapable de comprendre, je vous l'avoue, mais pour montrer les enjeux économiques d'une telle articulation entre les niveaux régionaux, nationaux et locaux. Et on a pu, parce que nous étions invités à contribuer à la task force que la CEDEAO a mis en place pour développer ce projet, on a pu contribuer ces différents niveaux d'analyse. Et la rigueur du travail économique, qui a été interprété après par quelqu'un qui savait lire les formules, a permis vraiment d'avoir une très forte appréciation de la part des experts de la task force de la CEDEAO et pour nous d'avoir une réelle influence sur la formulation de la politique de réserve alimentaire régionale qui a été adoptée en février dernier et qui sera, on l'espère, mise en œuvre avant la fin de cette année. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, et c'était pour coller à l'actualité, c'est très récent, c'est ACF, Action contre la faim, qui a publié vendredi dernier un rapport pour étudier les impacts sur la sécurité alimentaire et surtout sur la nutrition de la crise Ebola. Pour le réaliser, ACF a fait appel au département des sciences politiques de l'Université de Naples, qui est sans doute un partenaire de ACF Italie, je ne connais pas très bien, mais qui a utilisé, là encore, une méthodologie rigoureuse qui est détaillée dans le rapport et qui permet, à la fin, de mettre en lumière les faits suivants. Sur les 3 pays affectés, Libéria, Sierra Leone et Guinée, s'il n'y avait pas eu la crise Ebola, il y aurait eu à presque 300 000 personnes, du fait des efforts, notamment en Sierra Leone, qui sont conduits depuis plusieurs années, qui seraient sorties de la malnutrition. Et il montre que selon les différents scénarios, propagation lente, moyenne et forte, l'impact de la crise Ebola sur la malnutrition peut aller jusqu'à l'augmentation de 700 000 personnes supplémentaires dans le cas d'une évolution, d'une propagation rapide et forte du virus. Et ce que j'en retire, c'est que ce rapport est tout frais, on va utiliser, ces chiffres nous sont utiles, la façon dont ils ont été produits l'est aussi, parce que pour les acteurs humanitaires, quand on veut alerter sur cet aspect non sanitaire de la crise Ebola, qui est très important, dont de plus en plus de gens parlent, mais qui est forcément une priorité secondaire, parce que l'urgence sanitaire de sauver des vies est tellement forte, il nous faut absolument avoir un document aussi solide que celui-là, qui ne soit pas, entre guillemets, discutable ou sur le fond en disant « mais pourquoi vous dites ça ?» Surtout que les ONG peuvent être assez facilement taxées d'idéologie ou de positionnement non étayé par les évidences. Moi, je voulais dire que je ne connais pas du tout l'Institut Politique de Barcelone, je ne connais pas du tout le département de Sciences Po de l'Université de Naples, mais je constate quand même que ces 2 organismes ont su travailler en bonne intelligence avec des ONG, de leur pays pour faire une collaboration de recherche dans le temps politique, dans le temps que l'ONG a indiqué. Dans le cadre de la contribution de l'Institut Politique de Barcelone, nous avions des échéances de la task force de la CEDEAO. Il nous fallait le rapport pour telle réunion à Lomé, telle date. Dans le cas de la recherche de l'Université de Naples pour ACF, effectivement, ce n'est pas un rapport qu'on va sortir en septembre 2015. C'est maintenant qu'il faut pouvoir le donner. Donc, la question que je retire de tout ça, c'est que ces expériences-là, il y en a plein d'autres, vous en avez sans doute tous, la question c'est est-ce qu'on peut envisager ce genre de partenariat dynamique ici dans le contexte sénégalais ou de façon plus générale ouest-africain, puisque nous avons amis de Côte d'Ivoire, du Burkina et du Niger. Et quels sont les prérequis pour y parvenir ? Comment on peut faire ? Et là c'est une interpellation directe, je n'apporte pas de réponse. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place d'un côté comme de l'autre ? Qu'est-ce qu'on doit changer comme attitude et comportement pour pouvoir arriver à ce type de partenariat qui, de mon point de vue,
serait magnifique à développer. Voilà. Je ne sais pas combien où j'en suis, mais je vais essayer de... 3 minutes. Je vais... Bon. Non, mais bon, on peut essayer. Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, il y a certainement des lourdeurs, comme l'a rappelé Cher par sa boutade ou Abdou Salam Fall plutôt, dans la structure même de l'institution académique, mais il y a d'autres formes de recherche, évidemment. Il y a d'autres formes de pratiques de recherche. Et on place, évidemment, nous, les ONG, un espoir dans le développement de ces think tanks, de ces institutions indépendantes de recherche sur les politiques qui commencent à éclore en Afrique francophone, qui sont plus développées dans l'Afrique anglophone. Il y a aussi des réseaux indépendants de recherche qui sont en eux-mêmes pratiquement des ONG qui permettent de regrouper des chercheurs qui ont envie, eux, d'apporter leur contribution aux grandes questions de développement, questions sociales ou humanitaires. Donc, j'avais même dit une autre recherche est possible en Afrique francophone pour évidemment faire un clin d'œil au mouvement altermondialiste. Mais quelle que soit la forme organisationnelle de ces structures de recherche, il faut essayer de souligner quelques expériences qui montrent qu'on peut aller dans le bon sens. Moi, je voudrais citer, par exemple, l'initiative au Burkina Faso, dans le cadre d'un vaste programme national de valorisation des résultats de recherche qui a été développé à la fin des années 2000 avec le soutien du CRDI par l'État burkinabé. Il a été mis en place une plateforme d'échange entre ONG de développement et institutions de recherche. Bon. À ce que j'en ai entendu dire, ça ne fonctionne pas de façon super dynamique, mais quand même, un espace a été créé. Et j'ai eu l'occasion de parler il y a 2 ans avec le chef du département de socio-économie et anthropologie du développement de l'Institut national des sciences des sociétés du Burkina, donc un organisme de la recherche publique, qui m'avait dit qu'à travers cette plateforme, il a pu mieux connaître certains acteurs des ONG et aussi pouvoir développer des collaborations pour notamment mettre à profit des activités de ces ONG toute leur expertise en méthode d'analyse qualitative, avec des enquêteurs formés, des méthodologies rigoureuses. Donc je pense que c'est un exemple encourageant. Encore un autre exemple du développement, c'est le CORAF, que certains d'entre vous connaissent peut-être, le Conseil ouest et centrafricain de recherche pour le développement agricole, qui regroupe les instituts nationaux de recherche agronomique. À Niamey, en juin dernier, a lancé le réseau régional de recherche agricole des ONG d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ils sont partis des leçons qu'ils ont tirées de leur collaboration de recherche en collaboration avec les organisations de producteurs, d'éleveurs, d'agriculteurs de la sous-région. Et ils ont compris, malgré aussi certaines lourdeurs administratives qui peuvent caractériser certains instituts nationaux de recherche agronomique, ils ont compris qu'il fallait aller dans ce sens-là, décloisonner la recherche et ouvrir de nouveaux horizons par la synergie. Donc nous suivrons aussi avec attention la mise en place de ce réseau. Je voudrais aborder une dernière question, c'est la question de l'argent. Parce qu'il ne faut pas occulter que pour développer des collaborations, il faut des projets, des activités, mais il faut aussi évidemment des sous. C'est souvent je parle au niveau ouest africain, ce qui pourrait aussi limiter la rencontre et la mise en place de collaborations. Et la collaboration entre l'alliance, entre la société civile, les ONG, disons, et la recherche, elle est néanmoins possible. Et je voudrais prendre juste 2 exemples. Un immense programme multibailleur, le CARIA, se proposait de financer des gros projets de recherche sur l'adaptation au changement climatique. L'Université de Cape Town a développé une note conceptuelle très brillante avec 4 institutions de recherche, a soumis et a passé la première étape. Mais le gestionnaire du fonds a dit « mais attention, nous on veut que votre recherche puisse trouver des champs d'application et de réappropriation au niveau des communautés, intégrer dans votre consortium une ONG ». L'Université de Cape Town, par complicité anglaise, je suppose, a contacté Oxfam et a donc impliqué Oxfam, un peu après coup, certes, pour essayer de voir comment créer un apport ONG dans la proposition. Happy end,
UCT a gagné son financement et donc le programme se met en place. Là, c'est le monde de la recherche qui a eu besoin de l'ONG. Je voudrais prendre l'autre exemple. Il y a un an, c'est la coopération anglaise qui a lancé un financement assez intéressant sur la question de la résilience et comment construire la résilience des communautés sahéliennes pour résister notamment aux chocs climatiques les plus extrêmes. Ce fameux BRACED. Je vois Marou qui hoche la tête. Et donc, là, c'était l'inverse. C'était le bailleur qui disait aux ONG, regroupez-vous en consortium, formulez des propositions avec des objectifs classiques de chiffrage en disant on souhaiterait qu'il y ait un minimum de 400 000 personnes qui aient atteint un niveau de résilience. Mais par contre, il vous faudra avoir une composante recherche, analyse et apprentissage. Donc, il faut absolument des institutions de recherche dans votre programme. Eh bien, un certain nombre d'entre eux ont réussi, et je voudrais citer, parce que c'est aussi des acteurs qu'on aime bien, l'IED Afrique, qui est présent qui est une ONG sénégalaise, qui est basée à Dakar, et qui a réussi à obtenir un financement pour travailler dans ce domaine, grâce à la force de ses connexions avec le monde de la recherche. Et ce que je retire de ça, c'est que le tandem ONG-recherche, à mon avis, dans un contexte de raréfaction des ressources, à la fois pour le développement et aussi pour la recherche, je pense que c'est un tandem gagnant dans le futur. C'est un tandem qui va être de plus en plus demandé et désiré. Mais par contre, pour pouvoir participer à ces appels compétitifs, qui sont souvent sur des financements de plus en plus gros, parce que les bailleurs veulent de moins en moins gérer, évidemment, donc on donne plus d'argent sur 5 ans, mais il faudra trouver des mécanismes pour les construire, les établir, ces collaborations. Et ce n'est pas juste prendre contact, comme UCT l'a fait en disant hey, les amis d'Oxfam, là, venez dedans. Et puis, bon, il se trouve qu'à Oxfam, on arrive à dégager 1 ou 2 personnes pour pouvoir travailler avec les universitaires. Ce n'est pas forcément un modèle, ça. Je pense que ça passe par l'élaboration de cadres d'échange vraiment pérennes. Je pense que le double exemple que Virginie a pris en introduction, 400 chercheurs à Bordeaux par un représentant d'ONG, et puis moi aussi j'ai entendu parler du sommet préparatoire d'Abidjan où effectivement il y avait pratiquement 0 connexion avec le monde de la recherche, montre qu'il nous faut des cadres pérennes dans ce cadre-là et qui soient multiformes. Il n'y a pas un modèle. Quand les universités ou les instituts de recherche organisent des dialogues, des présentations de résultats de recherche et autres, qu'ils pensent systématiquement à convier les principales ONG qui travaillent dans le domaine et qui leur demandent de réagir sur un travail universitaire. À l'inverse, quand les ONG font leurs séminaires et leurs séminaires de réflexion stratégique et autres, s'assurer qu'il y ait toujours les chercheurs identifiés du pays qui sont les plus knowledgeable, comme disent les Anglais, les plus informés, les plus appropriés sur ces questions-là. Et moi, je pense que pour terminer sur une petite note triste, mais qui montre l'urgence de construire ces cadres de concertation, je reviens et je termine sur Ebola. La coopération anglaise a lancé fin août un petit appel pour financer de la recherche dans le cadre de la réponse à la crise Ebola. Moi, je rentre tout juste de congé, on me dit « Ah, Jérôme, regarde, il faut qu'on trouve quelque chose. » Non, il y avait 1 semaine de délai, et il fallait absolument, pour pouvoir répondre, et c'était pertinent parce que c'était une recherche qui se proposait d'analyser les façons de répondre à une crise et une urgence sanitaire avec à la fois des perspectives de long terme et l'ambition de donner des informations en cours de processus de recherche. Vraiment génial. Sauf que, pour pouvoir répondre à ce genre de proposition, il aurait fallu, même si Oxfam est présent au Libéria et en Sierra Leone depuis des années, il aurait fallu avoir construit cette complicité, cette relation avec des institutions de recherche. On ne l'avait pas, on n'a pas été capable de compétir. Too bad, but next time it will be better. Je voulais faire une présentation intitulée « Entre recherche fondamentale et action en développement ». Titre proposé par Thomas, que j'ai accepté sans réfléchir. J'aurais dû. Évidemment, c'est une interrogation qui a traversé ma carrière depuis une quinzaine d'années. Entre le rebut que je suis du système universitaire, donc, qui n'a pas pu accéder à l'université,
mais qui n'a jamais coupé les ponts avec la recherche fondamentale à travers des programmes de recherche, des articles scientifiques, des colloques, conférences, ouvrages collectifs, etc. Et le chargé de prospective et stratégie d'ENDA, donc qui est une ONG sur laquelle je reviendrai, qui a également besoin de la recherche fondamentale pour ouvrir de nouveaux champs d'intérêt thématique et anticiper sur les évolutions sociales des pays du Sud sur lesquelles l'organisation doit agir. Évidemment, il y a également la nécessité d'être dans la recherche pour produire les arguments de la bataille des idées, ce que nous appelons la bataille des idées, portée par l'organisation de l'échelle nationale à l'échelle internationale. Je suis toujours entre les deux. Quand je vais à l'université, on me considère comme le chercheur perdu. Et quand je vais dans les ONG, on me considère comme le chercheur, comme l'universitaire. Mais l'universitaire perdu dans les ONG, tu vois. Mais moi-même, je me suis toujours considéré comme un passeur de frontières entre la recherche et ce qui est appelé le monde du développement, et plus particulièrement celui des ONG, de la société civile, des interventionnistes sur le champ du développement. Action en développement, on a dit. D'abord s'entendre sur développement. Et préciser que je ne parle pas d'humanitaire, mais bien de développement. ENDA Tiers-Monde est une organisation qui se veut une organisation non humanitaire, donc qui ne travaille pas dans l'humanitaire, mais qui travaille dans le développement, qui travaillait dans le développement, même j'allais dire. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Pour nous, le développement est une notion qui a été sacralisée pour catégoriser le monde, selon des indicateurs économiques définis sur la base des réalités des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, pour rendre compte de leur état d'avancement et du retard des autres dans leur marche vers le progrès économique et social. Ce concept de développement consacré, au moment où il était forgé, l'abandon de catégorisation teintée de colonialisme et de dualisme, comme moderne archaïque, civilisé ou primitif, mais en perpétuer l'esprit et les mécanismes universalistes et modernistes. Ignorant les spécificités de trajectoire historique et de mode de vie. Ce concept donc reproduisait la configuration centrale des anciennes métropoles par rapport aux périphéries du monde que demeuraient l'Afrique et les pays du Sud anciennement colonisés. Aujourd'hui encore, ce dispositif conceptuel s'est diversifié, générant des politiques et des stratégies alignées sur les mêmes principes et les mêmes intérêts. Ajustement structurel, lutte contre la pauvreté, objectifs du millénaire, documents stratégiques, voire même des acceptions plus émancipées, comme émergence, transformation structurelle de l'économie, qui semblent signifier et incarner la continuité des logiques de domination et d'infantilisation de l'Afrique. Maintenant, ENDA et la recherche. Comme ça? Ok. Donc, en 15 ans de carrière à ENDA, je n'ai jamais vu un programme qui n'a pas eu sa composante recherche. Soit pour justifier le lancement du programme, donc justifier pourquoi on intervient, pourquoi on expérimente telle idée, ou bien pour expliquer après l'intervention ou au cours de l'intervention, évaluer, suivre des progrès réalisés par l'expérimentation, ou à la fin du programme pour mesurer ses impacts. Mais pour ENDA Tiers-Monde,
le mariage parfait entre la recherche et l'action sur le terrain a comme, disons, le concept qu'il incarne véritablement, c'est le concept de recherche-action. Et c'est sur ce concept que j'aimerais partager des éléments d'analyse avec vous. La recherche en sciences entre la production de connaissances et l'action raisonnée, en vue d'une amélioration et d'une réforme sociale. Lorsque les sciences sociales se penchent sur des processus de transformation, il y a des présupposés, plus ou moins explicites, qui se réfèrent à la possibilité de pouvoir orienter ces processus dans une direction donnée. Ainsi, la volonté d'intervenir dans des dynamiques sociales pour améliorer leur sort est l'élément moteur de cette approche. Cela dit, dès que la relation entre recherche et action est devenue un concept homogène, son référent s'est fait imprécis, voire équivoque. Parmi les explications les plus courantes, il y a l'amplitude et la polysémie de chacun des domaines couverts. Plus exactement, il est en soi impossible d'en faire un paradigme normatif. Le rapport entre recherche et action appartenant à des facteurs historiques, culturels, voire à des projets politiques et de transformation sociale différents. Ce n'est pas ici le lieu de discuter de l'épistémologie du nom composé recherche-action, d'analyser sa scientificité, de savoir si les deux termes sont conciliables ou de discuter le fait que les constructions mentales sont des processus sociaux. Mais la recherche-action est une forme particulière de recherche en sciences sociales. Elle appartient à une pratique précise de la construction de connaissances qui préconise l'interrelation entre la connaissance et l'action de terrain. L'étendue dans l'exigence de cette interrelation peut arriver jusqu'à l'engagement éthique, voire politique, et ne dépend pas uniquement du choix du chercheur-acteur, mais des origines historico-culturelles de la recherche-action auxquelles on adhère, depuis l'empirisme expérimental jusqu'à l'engagement militant. Ce terme, comme vous le savez, vient d'Action Research, proposé aux États-Unis par Kurt Lewin dans les années 40. Cette époque et ce pays ont également vu se développer les analyses de la célèbre école de Chicago qui a apporté des éléments importants sur les enquêtes quantitatives, l'engagement des chercheurs et les recherches participatives. En Amérique latine, Investigation Action trouve son origine dans les années 60 dans 3 courants. Les travaux sur l'alphabétisation d'adultes de Paulo Freire, la critique des politiques de développement socio-économique imposées aux pays du tiers-monde de Orlando Falles Borda et la théologie de la libération de certains auteurs. En Europe, en Belgique ou en France, on a là des pays qui ont utilisé les premiers une approche des échanges recherche-action, et on peut citer évidemment sous ce rapport Henri Desroches ou encore Chambard de l'Eau. La recherche liée à l'action présente 2 aspects bien distincts. La confrontation de la théorisation avec la pratique, A. B. L'applicabilité de la recherche qui se rapporte à la connaissance au service d'une utilité concrète. La recherche opérationnelle ou la recherche qui se doit de trouver des solutions aux problèmes pratiques. L'utilisation pratique sur le terrain des résultats de la recherche, également pour apporter des solutions viables à des problèmes concrets, recouvre un faisceau de possibilités très large. Information et sensibilisation, application à des fins thérapeutiques ou pédagogiques et expertise, conseil ou consultation. Mais la recherche-action se distingue en ce qu'elle est surtout une recherche engagée sur l'action, sur l'objet d'étude. Pour l'action également, intérêt porté à l'efficacité de l'amélioration, et en action, insertion des groupes étudiés dans la réflexion. Ainsi, l'approche se veut engagée
dans un processus de transformation structurelle et ne se situe ni du côté de l'idée de la théorie pure ou désintéressée, ni du côté du progressisme pragmatique, pour lequel l'observation et l'expérimentation deviennent les seules sources de vérité et l'action scientifique forcément progrès. Si la deuxième de ces caractéristiques est l'absence d'un modèle et d'une méthodologie établie ex ante, ce qu'on pourrait formuler aussi comme possibilité d'établir un travail de systématisation tient d'abord au fait qu'il s'agit à chaque fois d'un tout organique, dépendant des conditions historiques propres au terrain de travail et à l'ancrage dans une société structurée par sa propre culture. Évidemment, cela renvoie à la question de la validité universelle de l'approche. Puisque l'objet d'étude de la recherche-action concerne des processus et non des faits isolés, des conditions qui les créent, il est toujours dynamique. Dans cette perspective, le temps linéaire de la recherche classique se prolonge et se complexifie pour se rapprocher de la réalité, devenant un facteur difficile à gérer et s'insérant mal dans les exigences des recherches appliquées ou de celles qui sont le fruit d'une commande, notamment avec les ONG qui ont toujours leur agenda assez court, des programmes qui commencent et dont on connaît la date de fin. Quant aux populations étudiées, celles-ci ne peuvent pas être, pour cette approche, des objets de recherche, mais des sujets actifs de la recherche qui peuvent intervenir dans les termes des analyses en tant que sujets historiques, c'est-à-dire agissant sur leur propre futur. Ici, le présupposé est que le sujet acteur est le seul agent capable de changer ses propres conditions. Aussi, la compréhension n'est pas l'ultime but de la recherche-action, mais l'explicitation des valeurs, des choix éthiques qui vont orienter les transformations et l'incidence même dans le changement. Le travail de prise de conscience des sujets impliqués dans la recherche est un élément essentiel de l'approche. Car un des objectifs majeurs à atteindre est de travailler à la transformation du sujet en acteur. Mais à la différence d'autres approches voisines, comme la recherche participante, où le chercheur est un agent catalyseur, jouant un rôle d'éveil et de déclencheur d'un mouvement, dans la recherche-action, le chercheur devient acteur parmi les autres, s'implique dans une action et s'ouvre aux interpellations du terrain. Il se met à disposition pour modifier les schémas d'explication, les directions du changement, voire les objectifs du projet de recherche. Le principe de base est qu'un sujet connaissant est le sujet d'une double action, sur soi-même ainsi que sur le monde. Pour ce qui concerne ENDA Tiers-Monde, le fondateur, issu d'un milieu rural en France, est arrivé dès les premières années de sa carrière professionnelle au Sénégal dans un programme de l'IDEP, Institut africain pour le développement et la planification, en tant que professeur d'économie spatiale et d'aménagement. Avec des étudiants latinos et africains à l'IDEP, il refusait de faire de la formation climatisée, préférant les amener visiter des bidonvilles, des champs, des usines. Le souci constant de cette personne qui s'appelle Jacques Bignocourt, d'une formation en sciences politiques, tout ce qu'il y a de plus classique, voire élitiste en France, était de rejeter les approches bureaucratiques néocoloniales et les recettes du développement toutes faites, en cherchant des alternatives, des modèles appropriés au contexte local et en revendiquant l'originalité de l'Afrique et la recherche. Il s'agissait pour lui de montrer qu'on pouvait penser autrement et faire autrement. Et évidemment, il a démarré avec donc, des actions concrètes sur le terrain. ENDA Shodak est par exemple l'un des premiers programmes d'ENDA qui s'occupait du chômage et a été le premier laboratoire d'ENDA en 1975. C'était une initiative assez innovante qui portait sur un quartier en milieu urbain, car à cette époque, les priorités de développement étaient orientées vers les campagnes et les petits paysans. Et lui-même donc définit la recherche-action comme si la moitié du travail à ENDA était et demeure avec les paysans et les bidonvilles.
L'autre moitié du travail, c'est la bataille des idées, qui est de la formation, de la recherche et de la communication. La liaison est indispensable. La recherche est souvent une recherche-action. Elle commence sur le terrain, elle retourne dans le terrain. Le but n'est pas de faire une thèse ou un article dans les journaux. Le but est que ceux qui prennent des décisions soient aussi près que possible de la population et des ressources qui sont là. Que l'aide extérieure soit un appui et non pas cette aide qui nous impose la direction de ce qu'il faut faire. Peut-être l'histoire aussi racontée par une autre figure d'Enda qui s'appelle Emmanuel Ndione. Donc lui disait aussi qu'il se trouvait dans une impasse à un moment donné entre le chercheur qu'il était et le travailleur d'une ONG par la suite. Mais ce qui l'a aidé à changer en premier lieu, c'est l'humilité et l'idée de croyance en s'apercevant que les gens évoluent dans une série de concepts, dans un espace de cohérence avec leurs idées. Et l'autre point, c'était de se demander, est-ce que sa capacité à contrôler ce qui l'entoure, en accroissant ses capacités de maîtrise, un peu comme un messie sauveur, lui, c'est son terme, qui est importante, ou ma capacité à permettre aux autres de s'en sortir. Je pense que ce sont des interrogations qui ont traversé l'esprit de toutes les personnes qui y ont travaillé à Enda Tiers-Monde, qui sont parfois retournées dans le milieu de la recherche, qui ont parfois continué dans le cadre des ONG. Et il est de plus en plus notable que cette dichotomie qui est entretenue depuis des générations a tendance un peu à disparaître, malgré le fait que, mais vous me direz que ça c'est dans tous les milieux, l'engagement militant qui était derrière la volonté d'être tout le temps sur le terrain, d'être avec les populations, cet engagement militant-là a disparu au profit du fonctionnariat, on l'a dit tout à l'heure. Je ne peux terminer sans rendre hommage à quelqu'un qui, pour moi, incarne à la fois la performance comme chercheur et aussi la performance comme engagé du développement, c'est Abdou Salam Fall. Merci. Merci beaucoup, Cher, pour cette mise au point à la fois théorique, méthodologique, mais aussi épistémologique. Et il me semble qu'elle aura pleinement sa place dans l'ouvrage collectif auquel tu m'as dit que tu ne participerais pas, mais je pense que là, tu es obligé de prendre un engagement public. Donc, je passe tout de suite la parole à Ndiouga, parce qu'il a quelques comptes à régler. Bonsoir à tous. Évidemment, je remercie le professeur Mattei et toute l'équipe qui chemine avec lui d'avoir contacté le CREPOS et évidemment les vieilles connaissances, Jérôme, le grand Abdou Salam, Cherguey, Thomas Fouk-Derem, comme on l'appelle chez nous, et évidemment les jeunes collègues, Ablaye Niang, etc. Évidemment, la question de la recherche, elle est du rapport entre la recherche et les ONG et la pratique, évidemment, il y a ces problématiques. Et évidemment, je vais commencer par Cher. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez militant dans ce qu'il a dit. Nous avons été, évidemment, nous avons grandi dans une tradition où nous avions certaines années, Abdou Salam, mais également Momar Koumba Diop, qui ne fait pas du terrain, mais qui nous a toujours demandé de produire des connaissances autonomes partant de nos réalités, évidemment de travail au moyen de révision. Et donc, ce que dit Cher, évidemment, on voit toute sa trajectoire comme universitaire. Cher fait partie de notre communauté, mais évidemment, ce qui nous manque à nous, comme il en manque aux historiens, je suis historien de formation, et on dit que l'historien, c'est un anthropologue sans le terrain, et l'anthropologue, c'est un historien sans les archives. Mais on voit un peu comment, dans sa trajectoire, Enda, le Lartes, Crépos, etc., et surtout, au-delà de tout, le Codesria, essaie effectivement de montrer effectivement les changements en cours en Afrique
et qui ne sont pas obligés d'entrer dans cette ONGisation que l'on voit de plus en plus. Alors, quand on écoute toutes ces interventions, évidemment, on se demande où est l'État, où sont les politiques de développement. Et évidemment, il me semble, tant que l'État ne sera pas, quelle est la place de l'État dans l'humanitaire, la question restera encore inachevée, puisque quand on parle de la recherche, mais la recherche est un phénomène marginal. Quand vous êtes chercheur en Afrique, mais vous êtes un marginal. La recherche dans les politiques publiques, elle n'existe pas. Au Sénégal, l'État ne consacre que 0,5% du PIB à la recherche. Alors, qu'est-ce que vous faites? Évidemment, il n'y a pas de politique, et lorsque la politique existe, elle manque de cohérence. Quelle est la politique de recherche? Il faut aller la chercher quelque part. Et évidemment, être chercheur, c'est toujours être dans une situation d'innovation. Mais ce que l'on voit, c'est que où les gens cherchent à quitter le domaine, ou alors on voit une multiplication des cabinets privés d'expertise. Ce qui fait qu'on a du mal à mettre en relation la recherche fondamentale et la recherche et notre mission, comme l'a dit Jérôme. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables, en tant que chercheurs, d'assumer notre responsabilité sociale vis-à-vis des plus pauvres, ce qu'on pourrait appeler une option préférentielle pour les pauvres. Évidemment, s'il n'y a pas de financement de la recherche, mais le chercheur peut difficilement faire un plaidoyer, peut difficilement produire des éléments d'aide à la décision. Parce que les éléments d'aide à la décision, les recherches existent. Les résultats de la recherche, ils existent. Ils sont importants, mais ils sont cloisonnés. Ils sont quelque part peut-être sans lien avec les autres composants de la société. Pour parler de l'expérience du Crépos, nous essayons de voir comment effectivement créer un lien avec le Congad. Je crois que Abdou Salam est là, Cheikh Gueye et autres. Cheikh est en même temps membre du Crépos, même si effectivement il est plus ou moins, il est pris par d'autres urgences et autres. Mais Cheikh a fondé le Crépos. Thomas qui est là a été celui qui a également lancé le Crépos et qui a assumé par des va-et-vient le séminaire doctoral que je continue à faire avec notre actuel recteur, le professeur Ibrahim Choub. Et donc, les recherches, elles existent, mais elles sont peu connues, peu valorisées. Ce qui fait qu'après, effectivement, ce n'est pas étonnant qu'on aille chercher à Barcelone et à Naples. Évidemment, puisque, effectivement, quand vous avez les rênes, quand vous êtes bailleur, vous pouvez même savoir ce qui existe dans le pays, mais puisque vous êtes dans certaines relations, vous privilégiez, effectivement, certains réseaux, certaines amitiés qui fait effectivement que ce qui est produit comme somme de connaissances sur la région, sur le pays, sur la localité, vous en faites le blackout total. Et effectivement, ce qui fait qu'effectivement, après, le chercheur devient un marginal et après, on a du mal à passer la main aux jeunes chercheurs. Parce que les jeunes chercheurs eux-mêmes sont marginalisés par le phénomène du recrutement, par la crise des financements de la recherche, par le fait qu'ils voient les élites scientifiques quitter les systèmes nationaux de recherche pour aller dans les ONG internationales ou dans les institutions comme le CRD, etc. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Moi, quand je vois un collègue qui va à New York ou qu'il soit à La Paz, il transporte une tradition, celle de l'UCAD, celle de l'UGB et autres. Et ce qui importe, c'est qu'effectivement, le savoir, il n'est pas clos. Il circule et il faut effectivement tenir compte de ces migrations qui peuvent effectivement être une plus-value pour le pays d'origine. Quand on prend le cas de l'UCAD, en 2011, nous avions 153 centres de recherche, de laboratoires et des équipes de recherche, 5000 doctorants répartis dans 5 écoles doctorales et 79 formations doctorales. Les statistiques de 2011 également disaient que le Sénégal comptait un peu plus de 1000 docteurs dans les domaines les plus variés, selon le recensement du ministère de l'Enseignement supérieur, que l'université, et c'est ça qui est intéressant dans l'université de l'UGB, c'est de voir effectivement comment elles rompt avec une certaine tradition pour effectivement créer le lien entre la recherche et la mission que l'on doit aux communautés. Évidemment, maintenant, les centres de recherche comme l'ISRA, l'ITA sont là, mais il y a les établissements français comme l'Institut Pasteur, l'IRD, le CIRAD. Évidemment, nous avons été boursiers. Évidemment, moi, historien, c'était très rare d'être boursier de leur somme à l'époque.
Mais c'est de voir effectivement comment tous ces organismes ont continué, et évidemment les autres organismes de recherche comme privés à vocation nationale ou internationale, comme le Centre de suivi écologique ou le CODESRIA. Il me semble que ce qui importe, c'est de voir qu'effectivement, et on ne peut pas l'allier, on ne peut pas dissocier les deux. Pourquoi il y a humanitaire? Mais parce qu'il y a crise. Il est important de voir qu'est-ce qui fait la différence entre la tradition latino-américaine et celle de l'Afrique. Mais dans les années 90, quand on passe à ce qu'on appelle les transitions démocratiques, dans les années 60-70, mais il y a plus de dictatures en Amérique latine qu'en Afrique. Mais on voit bien comment, en 2014, sur les 53 pays africains, une vingtaine encore sont sous des régimes autoritaires. Et après, si vous êtes une ONG, vous ne pouvez pas ne pas... Si vous êtes pour la fin de l'humanitaire, le passage de l'humanitaire au développement, vous ne pouvez pas ne pas remettre en question les pouvoirs. Mais on préfère effectivement... L'État-nation en Afrique préfère travailler avec des ONG internationales que des ONG locales qui sont subversives. Et par conséquent, forcément, il y aura de l'humanitaire. Il continuera d'avoir de l'humanitaire tant qu'on ne posera pas, effectivement, quand on ne réfléchira pas assez sur l'absence de leadership en Afrique, sur l'absence d'intégration régionale, sur des orientations économiques définies par les bailleurs de fonds et sur des... Cher Guy en parle, qu'est-ce que ça signifie lutter contre la pauvreté? Document stratégique de réduction de la pauvreté. Mais ça ne veut rien dire. Cette question a été résolue en Amérique latine. Et le professeur Maté a bien montré comment, effectivement, l'humanitaire disparaît progressivement en Amérique latine, puisque vous avez de plus en plus des régimes démocratiques qui, effectivement, partagent les ressources nationales. Vous ne pouvez pas être en RDC, au Cameroun ou dans d'autres pays et voir au Gabon, quand vous allez à Libreville, mais le taux de pauvreté qu'il y a dans ce pays de 3 ou 4 millions d'habitants, et vous vous dites, mais comment est-ce possible? Donc il y a fondamentalement à interroger la trajectoire de l'État-nation en Afrique. Et évidemment, si cela n'est pas discuté, ce sera une histoire de malentendu entre les différentes parties prenantes. Les ONG continueront à faire ce qu'elles ont à faire, l'État fermera les yeux, déléguera, libérera des questions de souveraineté au profit des ONG pour après, effectivement, continuer à tuer, à piller les plus pauvres. Et il y aura davantage de plus pauvres. Et donc, la question, effectivement, c'est que cette responsabilité sociale des universitaires, elle est posée, évidemment, au Sénégal, où les gens sont dans un espace beaucoup plus démocratique, où les gens ont ce loisir de dire ce qu'ils pensent, mais évidemment, dans d'autres pays où les gens ont été obligés de quitter. Quand on prend la trajectoire de Jean-Marc Ella, la trajectoire d'Achille Membe et tant d'autres, on voit comment, effectivement, ils ont continué, et c'est par les lectures qu'ils ont continué leur travail d'éveil. S'ils étaient restés dans leur pays, ils auraient disparu, on les aurait liquidés physiquement. Il me semble que cette question est importante, lier la recherche à la vie réelle des populations. Évidemment, la question, elle se pose encore. Abdou Salam Cheikh sont des pionniers dans ces situations. Comment, effectivement, l'agenda du développement doit être mieux connu des chercheurs? Il me semble que chaque État définit une politique de développement. Évidemment, la politique de recherche, moi, j'ai du mal à la voir. Quand on consacre 0,5% du PIB, ça signifie que la recherche, elle n'intéresse pas l'État. Et donc, fondamentalement, on crée des situations de vulnérabilité. Si les gens ne sont... Dans cette période de pénurie, de crise, des gens produisent du savoir que l'État ne s'approprie pas. Évidemment, c'est la porte ouverte à toute forme d'organisation qui arrive. Et après, évidemment, on constate que, mais comment se fait-il que 75% de l'aide humanitaire soit contrôlée par les Nations Unies, qui continuent effectivement à fournir, et que les 25%, d'accord, les 25% les 25% du travail du financement des ONG soient encore aux mains des ONG nationales ou internationales. Quelle est la part, effectivement, de ces différentes organisations? Tout cela, effectivement, pose problème. Et Virginie montre, effectivement, comment, quand les choses sont claires, comment on est passé de 4 employés à 200 employés pour le cas de la Croix-Rouge burundaise et à 300 000 volontaires. Là où il y a des espaces de discussion, de dialogue, où il y a des espaces pluriels, fondamentalement,
et de partage des ressources, fondamentalement, l'humanitaire aura tendance à disparaître. Mais il me semble que nous avons des États qui n'ont pas su, comme en Amérique latine, assumer leurs responsabilités historiques et qui fait qu'on continuera dans cette trajectoire. Et évidemment, les chercheurs sont marginalisés, comme ça pourrait être le cas des organisateurs au développement. Bon, Jérôme a parlé de la situation des réformes qu'il y a en cours à l'université. La question du genre, elle est fondamentale dans l'humanitaire, mais nous sommes dans un système carriériste. La recherche universelle, elle ne reconnaît pas les travaux de plaidoyer, elle ne s'inscrit pas dans la logique de la recherche-action, elle est fondamentale. Et par conséquent, vous ne pouvez pas. Il y a un hiatus qui est là, qui fait qu'effectivement, les gens veulent bien faire. Moi, je suis venu au Crépo parce que je voulais faire autre chose que publier des trucs scientifiques. Donc, faire du scientifique, faire de la recherche fondamentale, mais également faire autre chose. Faire autre chose. Et je dis souvent, bon, mais parce que vous avez des aînés qui vous servent de vigie, de repère, et après, vous pouvez faire autre chose. Comment maintenant organiser les mécanismes? Tout cela est plausible. Mais il me semble que cette question de l'humanitaire, moi, fondamentalement, ça me laisse un peu sur ma faim. Il me semble qu'il faut qu'on travaille à réfléchir sur les questions de développement, que ce ne soit pas seulement des interpellations qui viennent des populations, mais également de toutes ces organisations qui viennent, qui doivent effectivement travailler avec l'État et qui doivent également sortir de ce cadre de dire que ingérence dans les affaires nationales, dans les affaires de l'État-nation et autres, et qui laisse un goût d'inachevé. Voilà un peu concrètement par rapport aux interpellations, disons aux propos des trois intervenants que je remercie, enfin par la suite, ce que m'inspire un peu leurs propos. Excusez-moi d'avoir été là.